Vous avez la parole, représentant de la presse, si vous souhaitez nous interroger. Ne pas être crédité de beaucoup de suffrages quand on ne s'est pas présenté à une élection politique nationale depuis 30 ans et qu'on a une tête de liste qui n'est pas la plus connue des têtes de liste, j'allais dire c'est plutôt sain. Ce qui m'aurait inquiété, c'est d'avoir des sondages qui me disaient que les gens, sans me connaître et sans connaître ce qu'on avait à dire, nous mettaient immédiatement à 5%. C'est plutôt sain, c'est un pari compliqué, évidemment. Mais les paris compliqués en politique, c'est la règle, surtout au moment où en politique, il n'y a plus que des choses compliquées. On a rarement vu un contexte politique aussi délétère, aussi affaibli, dans lequel la démocratie est malmenée, dans lequel les irresponsabilités s'accumulent. Dans ces moments-là, soit vous vous dites, ouais, le pari est difficile, donc je ne fais rien. Soit vous vous dites, on n'a quand même pas tous fait autant d'années d'engagement politique dans nos valeurs et nos convictions pour regarder la situation continuer de se dégrader en restant planqué et en évitant les colibets sur les sondages. Et puis, vous dire honnêtement, les sondages c'est une chose, mais la présence politique en est une autre. Je crois qu'il y a besoin de notre discours politique aujourd'hui entre l'espace, je le disais tout à l'heure, balkanisé de la gauche qui a fait preuve de toutes les irresponsabilités depuis 2 ans et l'espace d'Emmanuel Macron qui est parti au centre droit. On verra ce que ça fera à la fin, laissez-nous le temps de convaincre. Ce que je sais, c'est qu'en politique, les scores, ça va, ça vient. Un parti aujourd'hui crédité de entre 8 et 10% faisait moins de 2% de l'élection présidentielle, que voulez-vous que je vous dise. Il y a des capacités en politique à rebondir, visiblement. Donc, nous n'avons pas à rebondir, nous n'avons qu'à bondir. Et donc, c'est ce que nous allons faire dans cette élection. Laissez-nous arriver. Jusqu'à maintenant, évidemment, ça a été beaucoup de temps passé parce que je vous l'ai dit, on ne met pas le rassemblement au centre de la table avec rapidité. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de se connaître, qui demande de se parler, qui demande de s'engueuler, qui demande aussi de se réconcilier, de se comprendre et de se dire que l'essentiel l'emporte. C'est ce travail-là que nous avons fait. Alors les autres ont donné l'impression d'avoir démarré aussi plus tôt. Je pense qu'ils sont en retard. D'abord parce qu'ils sont tout seuls, chacun dans leur couloir de nage, amputés d'ailleurs de certains soutiens qu'ils avaient hier, parce que quand je les regarde, après nous avoir expliqué qu'ils s'embrassaient follement pendant 2 ans, aujourd'hui se déchirer, je me dis qu'ils ont un sujet de crédibilité plutôt perdu. Nous en avons une à gagner. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire ce matin, et à partir de ce matin, plus rien ne s'arrête jusqu'au 9 juin. On a lancé un appel large, donc maintenant chacun se positionnera. Je sais que certains veulent encore me contacter. Moi, je ne voulais plus attendre pour lancer les choses parce qu'il arrive un moment où il faut venir devant les Français et c'est eux qui votent. Alors, devant les Européens, j'allais dire, mais enfin, c'est surtout les Français qui vont être amenés à nous élire. Donc, il faut venir devant les Français justement pour parler de fond, parler de ce qu'on fait. Il y a aujourd'hui une capacité d'élargissement qui est encore là. Nous, on veut faire un rassemblement pour peu qu'il soit cohérent et sincère. Moi, je n'en peux plus de ces listes à gauche qui mettent toutes, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, toutes les listes de gauche ont mis union, unité. Il n'y a pas une qui le fait. Hein. Ensuite, il y a eu l'élection législative où j'ai dit on ne peut pas faire une union de la gauche qui soit une soumission à la plateforme LFI. Ça n'est pas possible. Nous sommes les seuls à avoir dit l'union, oui, la soumission, ça n'est pas possible. Dans la même logique, j'ai tendu la main à Raphaël Glucksmann, au Parti Socialiste, j'ai discuté avec les Verts, j'ai appelé à un grand rassemblement de la Macronie gauche. C'est ce qui explique d'ailleurs que nous arrivions tardivement. C'est que j'ai cherché jusqu'au bout à trouver les solutions d'une unité responsable, capable de répondre au sujet du moment. Je n'ai reçu que des messages délirants. Entendre le patron du Parti Socialiste m'expliquer qu'il n'est pas possible de se réunir parce que nos positions vis-à-vis de LFI ne le confortent pas dans son envie de reconstruire la gauche autour de LFI demain, est délirant. Surtout quand on a annoncé, soi-disant, un moratoire sur la NUPES. Considère que chaque famille politique est grande et prend ses décisions et ses responsabilités. Mais il n'empêche que c'est avec fierté que je viens vous dire aujourd'hui, nous sommes les seuls, un, à avoir rassemblé, deux, à être cohérents politiquement, tout en ayant cherché à réconcilier les familles politiques qui ne sont pas forcément amenées à se réconcilier. Nous sommes la seule liste 100% garantie sans NUPES. Donc cette liste-là, elle a pour vocation de défendre ce en quoi elle croit, c'est-à-dire la vérité des territoires, la vérité des populations, des gens qui ne veulent pas combattre l'Europe, mais qui ne veulent plus d'une Europe qui leur donne l'impression qu'elle ne sert à rien ou qu'elle arrive toujours trop tardivement, voire qu'elle est pénalisante. Donc il faut leur parler, il faut leur répondre, et parce que ce sont les Européens qui doivent le faire. Ça suffit, ça suffit. On ne peut pas continuer à bâtir une démocratie en votant en permanence par défaut, on va voter par envie. La division, elle est du côté de la NUPES. Vous ne me ferez pas porter le champ de la division. Nous sommes la seule formation politique qui, dès 2022,
n'était pas dans la NUPES. Donc moi, je ne suis pas sorti de la NUPES, je ne suis pas venu semer le trouble dans la NUPES, je n'ai pas empêché l'unité de la NUPES. On ne pourra pas me prêter d'avoir été un manœuvrier de la division dans la NUPES. Ils ont fait exploser la NUPES, un certain nombre d'entre eux. Pourquoi ne font-ils pas cela autour d'une réunion d'une gauche responsable, capable de se rassembler, capable d'apporter à la fois des réponses de territoire, des réponses social-démocrates, des réponses écologistes, des réponses républicaines? Pourquoi? Les Français, ils en ont rien à faire de ces histoires de partis politiques. Les Français, ils veulent qu'on leur parle du projet politique qui les concerne. Eh ben, on va laisser aux autres les questions d'arrière-cuisine et on va, nous, aller clairement parler du projet européen. Et avec l'IOT, bah, vous avez une partie du groupe, puisque les régionalistes siègent au sein du groupe l'IOT. Pour le reste, le groupe l'IOT est un groupe parlementaire qui réunit des femmes et des hommes venus d'horizons politiques différents. Ils ont créé récemment une formation politique qui s'appelle Utile, mais qui ne réunit pas tous les parlementaires du groupe. Et donc, les discussions n'ont pas pu aller bien plus loin, dans le sens où ça n'est pas une formation politique au sens pur et dur, si j'allais vous dire. Le mouvement des progressistes a participé à Urgence Écologie. La liste est conduite par Dominique Bourg aux élections européennes de 2019. Nous avons été une des 3 formations partie prenante de la liste, aux côtés de nos amis de Génération Écologie, Delphine Bateau et d'Antoine Wechter, le mouvement écologiste indépendant, et que, pour répondre à Madame par rapport au sondage, nous étions très mal sondés, nous étions entre 0 et 0,5, et qu'au final, avec très peu de moyens, puisqu'avec une campagne où nous avons été très modestes, 100 000 euros, pour ne pas vous mentir, nous avons mis engagé, nous avons fait près de 2 points. Près de 2 points, plus de 400 000 voix. Donc nous portons vraiment l'espoir avec Guillaume Lacroix, avec nos partenaires, dans un compromis gagnant-gagnant, et surtout dans un compromis gagnant pour l'Europe, pour les territoires et pour les peuples. La question de l'Ukraine dépasse les frontières de l'Ukraine. Bien sûr qu'il y a l'Ukraine, et on en a largement parlé. Je crois qu'on atteste clairement de notre engagement sur ce qui se passe en Ukraine avec la présence de notre camarade sur la liste. La question de l'Ukraine, c'est aussi la question, 1, de la crédibilité européenne, 2, de la capacité de la démocratie française à répondre aux assauts de Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine n'est pas que l'ennemi de l'Ukraine. Vladimir Poutine est aussi l'ennemi de la France, comme il est l'ennemi d'ailleurs d'à peu près toutes les démocraties occidentales, mais la nôtre l'intéresse beaucoup. Et depuis 10 ans, il s'y emploie régulièrement, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit au travers d'opérations de hacking, que ce soit aussi au travers de relais politiques. J'ai pris la décision de faire un article 40 sur la question du Rassemblement national et de ses proximités avec l'URSS, enfin avec la Russie. J'ai noté avec intérêt la façon dont aucune des formations politiques qui contestent ou qui revendiquent le fait que le Rassemblement national serait aujourd'hui un parti russe n'a bougé. Personne ne bouge. Ça veut dire qu'on aurait dans ce pays un parti politique qui est aujourd'hui avéré comme étant le premier parti politique du pays, quand on regarde les sondages, et qui serait un parti qui, pour le moins, aurait une intelligence avec une puissance étrangère, et ce qui, en temps de guerre, s'appelle de la trahison, et que rien ne se passe. Parce que ce que j'ai dit au chef de l'État, c'est que j'étais favorable à un durcissement de la relation vis-à-vis de la Russie. Que je considérais que ça n'était pas qu'un enjeu ukrainien, bien sûr, que ça en est un, et qu'il faut renforcer la livraison d'armes effectives, et voire la fabrication d'armes, et qu'on a d'ailleurs pris du retard sur ces questions, hein, parce que vous avez un Vladimir Poutine qui fabrique 3000 obus par jour depuis 2 ans, on en est loin. Oui, il faut préparer une capacité à devoir être partie prenante d'un conflit qui nous échappe, parce que nous ne l'avons pas voulu, ce conflit. Enfin, cette espèce d'inversion de la charge de la preuve depuis maintenant 3 semaines est délirante. Pas la France qui a déclaré la guerre à la Russie ou qui s'apprête à déclarer la guerre à la Russie. Il faut être crédible. Et que la crédibilité, ça passe quand même par 3 sujets. Le premier sujet, c'est que, Zoriana parlait d'une économie de guerre, vous allez faire croire à personne que vous êtes un pays belligérant quand vous ne cessez d'expliquer qu'il vous manque 12 milliards pour boucler votre budget. Que 2, ça demande une crédibilité militaire. Et que donc ça demande de ne pas être seul. Que ça demande clairement d'avoir une logique, même si nous sommes la seule armée complète composée sur le continent européen, cela va de soi, il n'empêche que s'il devait y avoir un durcissement de la relation, quand on veut avoir la paix, il faut savoir parfois durcir le ton. Donc il faut une crédibilité militaire et donc une vision d'ensemble. Et 3, et donc des alliances. D'ailleurs, je prends quand même note que les Allemands qui ont une position, semble-t-il, un peu en retrait, seront physiquement présents en Ukraine avec des hommes à nos côtés pour fabriquer des obus. Je le dis parce que la troisième crédibilité, elle est démocratique, interne.
quand vous êtes un chef de l'État et que vous devez durcir le ton vis-à-vis d'un ennemi extérieur, vous ne pouvez pas le faire en ayant tant recroquevillé sur votre majorité relative et sans expliquer au peuple ce qui se passe. Il est d'ailleurs allé à la télévision hier soir, il a bien fait, je ne suis pas sûr d'en partager la forme, mais je suis certain d'en partager le fait qu'il fallait le faire. Emmanuel Macron veut peut-être jouer les va-t-en-guerre ou les chefs de guerre pour se donner une image de surpuissance. C'est une immense faiblesse ce qu'il est en train de faire dans le contexte politique dans lequel il se situe et avec les méthodes qu'il utilise pour le faire. Voilà. Sur la question ukrainienne, moi je voudrais témoigner quand même de ce qui se passe aujourd'hui à l'Union européenne, parce que je pense que c'est une question éminemment européenne. Il est anormal que pour que le Conseil décide d'aider l'Ukraine, il faille envoyer Viktor Orban boire un café. Avec cette prépondérance des États ne fonctionne pas correctement. Et c'est aussi ce qu'on porte ensemble, c'est le fait que l'Europe doit passer une nouvelle marche, doit sortir de cette Europe avec des États avec leur intérêt particulier pour créer une vraie politique extérieure. On parle d'armée européenne, mais je veux dire, la politique de la défense, c'est avant tout la diplomatie et c'est avant tout la politique extérieure. Et aujourd'hui, l'Europe n'a pas de politique extérieure cohérente. Elle a un agrégat d'États qui défendent leurs intérêts particuliers. Nous, au Parlement européen, on discute, on sait le faire, on représente les citoyens, on est élu et on discute avec la droite, avec la gauche, avec LFI, avec le PPE, et on a trouvé un consensus sur cette question. Il est urgent aujourd'hui que l'Union européenne passe une nouvelle étape, qu'elle soit plus fédérale et qu'elle puisse être dans la construction d'une vraie politique. Nous, les régionalistes, nous avons un parti européen qui s'appelle l'ALE, ou IFA en anglais, et nous avons aussi un groupe au Parlement européen dans lequel je siège avec François. Et évidemment, nous resterons dans notre groupe. 2019, on peut s'attendre à une reformation du Parlement, parce qu'en 2019, ce qu'on a vu, c'est 60% de nouveaux eurodéputés et de nouvelles eurodéputés. Et en plus, après, avec le Brexit, ça a encore bougé. Donc là, c'est la même chose. Ce que nous faisons actuellement avec Volt, où nous avons 2 eurodéputés. L'un siège avec nos amis à ALE et l'autre est dans Renew. Pourquoi ? Parce que ça permet de porter des sujets de la manière la plus efficace possible. Donc, si, ou plutôt quand, nous ferons notre groupe, là, on sera tous et toutes ensemble. D'ici là, attendons voir stratégiquement quel sera le paysage parlementaire et comment on peut continuer nos efforts et notre travail qu'on a déjà bien commencé aujourd'hui, comment on peut travailler le plus efficacement possible demain, ensemble. Oui, en 2 mots, nous, très clairement, on va siéger avec le groupe socialiste. J'observe simplement que l'on a plus de symbiose avec ce groupe-là que n'en a aujourd'hui une partie du PS français. Ça, c'est perfide. Voilà pour les éléments de réponse. Vous l'aurez compris, cette liste n'est pas ni une liste de souverainistes, ni une liste de fédéralistes. C'est une liste d'Européens convaincus. Nous sommes aujourd'hui des femmes, des hommes venus de traditions politiques différentes. Nous veillons à parler aux Français avec des mots qui ne leur font ni peur, mais par sincérité qu'ils comprennent. On sait tous qu'aujourd'hui, l'enjeu, véritablement pour résumer, je vous le redis, c'est une Europe qui fonctionne, une Europe qui protège, mais aussi une Europe qui respecte nos traditions politiques et réalités nationales. C'est véritablement sur ce triptyque que nous sommes avancés. Notre façon d'envisager le renforcement de l'Europe, c'est en parlant simplement du réel et du vrai, et évidemment, vous l'avez compris, en donnant à l'Europe des compétences nouvelles, renforcées, capables de servir l'intérêt des populations, notamment en matière de défense, sans être allé jusqu'à l'armée européenne, mais on pourrait en discuter des heures sur le pourquoi, mais à proposer honnêtement que nous soyons moins naïfs et plus solidaires entre nous en Europe.
Voilà notre nouvelle vision du débat européen.